D'habitude, sur la chaîne ici, on parle plutôt de vieux films, là, faut l'admettre, de vieux films de science-fiction, même des fois des films hyper obscurs, mais le film d'aujourd'hui, il est pas vieux du tout, il est encore à l'écran, puis il est pas obscur pour deux scènes. Il est connu, comme on dit, comme Barabbas dans La Passion, c'est Dune 2 de Denis Villeneuve, qui est enfin sorti après une attente d'à peu près 2 ans. Est-ce que j'ai aimé ça? Je vais vous le dire dans un instant. Il y a beaucoup de monde qui a aimé ça, beaucoup de monde crie au génie, il y a certaines personnes qui ont des critiques quand même, puis je peux comprendre d'un certain point de vue, mais bon, je vais vous le dire maintenant, j'ai trouvé ça malade mental. J'ai trouvé ça hallucinamment bon. OK? J'ai regardé le film et je me suis dit, ça c'est bon comme Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est ce que je me suis dit plus qu'une fois, là, au moins 4-5 fois en regardant le film. Je vais vous dire quelques-unes des raisons tantôt. Là, c'est difficile de dire toutes les raisons parce que c'est vraiment bon. Là. Mais je vais aussi mentionner en cours de route pourquoi, bon, il y a peut-être des critiques qu'on peut faire, quoique, bon, encore une fois, on verra tantôt. Puis en réflexion, ben, je suis content parce que ça me donne l'occasion aussi d'approfondir, de terminer un petit peu ma réflexion qu'on avait faite quand on parlait du Dune de Frank Herbert autour du côté messianique, là, la manipulation, des Fremen, on en parle beaucoup dans le film de Denis Villeneuve. Ce dont on va vraiment parler aujourd'hui en réflexion, en fait, c'est à quel point est-ce que Paul se manipule lui-même? Est-ce que Paul tombe dans le piège de sa propre manipulation? Ce que Jung appelait la possession archétypale, un péril qui nous guette tous. Donc, ça c'est pour tantôt, mais commençons par le film. Ben, qu'est-ce que ça raconte? Je présume que vous savez c'est quoi. Dune, c'est une planète des sables, il y a l'épice dessus. Si on prend assez d'épices, on développe des pouvoirs. Si on en prend en quantité colossale, on peut devenir un navigateur de la guilde. Ça nous permet de voyager à travers l'univers. Ça rend l'Empire galactique possible. L'Empire, c'est une société féodale. Et dans la société, il y a l'empereur, il y a les autres familles, les Harkonnen et les Atréides. Les Harkonnen et les Atréides saillissent, ça se peut pas. Les Atréides ont été anéantis dans le premier film, décimés, semble-t-il, jusqu'au dernier homme, par un complot entre les Harkonnen et l'empereur lui-même en personne. Mais ce qu'on ne sait pas, ben nous on le sait, mais eux autres ne le savent pas, c'est qu'il survit déjà Jessica, la femme du duc, et surtout Paul, le célèbre Paul Atréide Usul Muad'Dib, qui a des super pouvoirs, qui va devenir essentiellement, à toute fin pratique, le messie tant attendu des Fremen, là, les guerriers redoutables du désert, destinés à devenir l'Empire, l'empereur de la galaxie. Mais à quel prix? À quel terrible prix? Ben, c'est un peu tout ça que ça va raconter Dune et les suites. Apparemment, Denis Villeneuve va faire le messie de Dune. Ça apparaît, la fin, là, c'est clairement, ça laisse, la fin est ouverte pour un troisième, là, mais sans plus tarder, pourquoi c'est bon? Bon, premièrement, Denis Villeneuve a toujours voulu faire Dune, apparemment depuis qu'il était au primaire. Genre, mon ami Guillaume de la chaîne On Jase SFF, avec qui je suis allé voir le film, me disait qu'apparemment, quand il était petit, Denis Villeneuve faisait des dessins des vaisseaux spatiaux qu'il mettrait dans son film de Dune. Là, je ne sais pas s'il a carrément utilisé ces dessins, mais ça paraît. Là, ça, c'est un film qui est fait avec amour, du début à la fin, une profonde compréhension du bouquin. Puis la première raison pour laquelle c'est bon en vérité, c'est que même si on peut ergoter sur les détails, fondamentalement, c'est une adaptation brillantissime et, à mon avis, extrêmement fidèle des aspects les plus cruciaux du bouquin. Alors oui, j'en conviens, il y a des divergences. Je crois que dans la plupart des cas, elles sont entièrement justifiées. J'en parlerai peut-être tantôt. La Dame Fenrig, Alia, j'en parle après les qualités. Là. Tantôt, j'en parle. Mais pour l'essentiel, okay, alors prenons la question de l'intégrisme. On a beaucoup reproché dans le cas du Dune de David Lynch. On en avait parlé quand on avait parlé de la version longue du film, ici sur la chaîne, que le côté manipulation religieuse, puis en quelque part dénonciation de l'intégrisme qu'il y a dans Dune, David Lynch a pas l'air d'avoir compris cet aspect-là, okay? Que Paul n'est pas vraiment un messie, c'est quelqu'un qui joue au messie puis qui utilise ça. Mais dans le film, c'est clair. Dans le premier 5 minutes, on peut pas se tromper, là.
ils nous le disent explicitement que c'est ça qui est en train de se passer là. Alors, Jessica, la mère de Paul, une Bene Gesserit, elle dit explicitement, mot pour mot, que pour survivre, elle et Paul vont devoir utiliser les croyances des intégristes religieux, puis qui vont les manipuler religieusement pour non seulement survivre, mais permettre à Paul de se venger ultimement. Là. Il y a tout un sous-thème dans le film qui est, bon, les Atréides, normalement, ne se vengeraient pas. Le duc Leto, lui, ne se serait pas vengé, mais Paul, lui, il va se venger. C'est pour ça qu'il fait tout ça en bonne partie. Là. Mais cette question-là d'intégrisme et de manipulation, on la voit, par exemple, puis extrêmement bien traitée, là, illustrée dans le film, via la figure de Stilgar, le chef là, de la bande de Fremen qui accueille Paul et Jessica. Stilgar qui est joué par Javier Bardem. Il est bon en crise, j'en reparle tantôt aussi. L'asti qui est bon, c'est peut-être le meilleur du film, là, quoi que ça se discute, là, mais il est vraiment excellent, là, Javier Bardem là-dedans. Il est tout le temps bon, mais là-dedans, il est particulièrement bon. Puis, c'est ça, il montre le côté... Il montre à quel point Stilgar croit parce qu'il veut croire, puis peu importe si Paul dit explicitement qu'il n'est pas le Messie, il le dit à un moment donné, là, Stilgar se retourne vers ses autres amis intégristes, essentiellement, puis il dit « Non, vous voyez, ça prouve qu'il est le Messie, là, parce que c'est par humilité religieuse, là, en vérité, c'est une autre preuve de plus, vous voyez ce que je veux dire, mais ça a l'air un peu grossier comme ça, puis c'est une scène humoristique dans le film, mais en même temps c'est humoristique parce qu'on reconnaît le mécanisme. Mais somme toute, le côté candide de ça, le côté positif de cette ferveur religieuse-là, on la voit chez Stilgar, mais aussi l'aveuglement volontaire, la manipulation, puis les dérives que ça finit par prendre, puis qu'on le devine, ça va carrément prendre de manière redoutable là, dans la troisième et dernière partie de ce qui est supposé être une trilogie, encore une fois, là. J'attends vivement le Messie Dune, ça va, j'ai des frissons, j'en parle. Okay? Ça fait que ça, tout le côté manipulation religieuse, c'est un gros thème, mais ce qui est très très fort, puis ça fait longtemps que j'ai lu les bouquins, je l'avoue, mais en regardant le film, je me suis carrément rappelé de plusieurs aspects qui sont dans le film, puis que je reconnaissais du livre, en fait, puis en particulier l'ambivalence de Paul par rapport à ce rôle messianique-là. Particulièrement à partir du moment où Paul se met à avoir des visions, parce qu'il est extrêmement sensible à l'épice, puis il y en a partout, il y en a dans l'air, il y en a dans la nourriture, ça fait que c'est pas long qu'il se met à avoir des visions du futur, etc. Ben, dans ces visions du futur, il voit qu'est-ce qui arrive s'il prend le pouvoir. Puis ce qui arrive s'il prend le pouvoir, c'est une hécatombe galactique. Là. C'est ça, la guerre sainte, le massacre, la famine en particulier, c'est pas cool du tout. Là. Okay? Ça fait que ça lui tente pas. Puis à un moment donné, il commence à voir qu'est-ce qui pourrait arriver à Shani. Il y a des visions terrifiantes de Shani qui aime profondément. Donc la guerrière Fremen avec qui il va se lier d'un amour sincère et profond. Fait que Paul embarque dans la manipulation des Fremen, certainement au début jusqu'à un certain point, puis on peut se demander s'il feint l'humilité, mais en bonne partie, il y a un aspect très... Le côté sincère, adolescent sincère, puis adolescent sincère est extrêmement tourmenté et ambivalent de Paul. Le côté, il voit un avenir qu'il ne pourra pas éviter, mais il cherche par tous les moyens, mais il sait qu'il n'y a pas de moyens. Là. Ça, c'est vraiment au cœur du personnage de Paul dans le bouquin, puis ça, on a ça à 100% dans le film. C'est une réussite totale et absolue là-dessus, comme sur ben d'autres affaires. Fait que juste ça, le truc d'intégrisme, puis le truc de l'ambivalence de Paul, qui est vraiment au cœur du livre, à mon avis, là, dans mon souvenir, c'est ça le personnage, en bonne partie. Le film le fait magistralement. Puis l'autre aspect du personnage de Paul, qui est encore plus dur à réussir, puis qui est au moins tout autant, sinon plus réussi, ben c'est l'histoire d'amour, ok? Fait que moi, d'habitude, quand il y a des histoires d'amour dans les films, je vais vous le dire, j'ai tendance à pas aimer ça. Ok, je vais être franc, là, ok, à moins que ce soit quand Harry rencontre Sally, ça, j'aime bien ça, mais tu sais, dans un film de science-fiction, là, que le gars tombe avec la fille ou n'importe quoi, là, généralement, je roule les yeux puis j'arrête de finir. Et est-il besoin de rappeler le spectre de la guerre des clones?
film que, personnellement, j'aime beaucoup, La guerre des clones. Mais les petits bouts où est-ce que Anakin tombe en amour avec Padmé, là, soyons sincères, ça fait un peu dur, là, OK? S'il avait enlevé ces 5 minutes-là du film, ça aurait été un peu mieux, moi, je pense, OK? Et c'est extrêmement difficile. Ben, c'est hyper touchant, limite brise le cœur. C'est vraiment l'expression de... tu sais, un gars de 17 ans puis une fille d'à peu près le même âge qui tombe en amour pour la première fois puis qui s'aime pour vrai, là, OK? C'est beau, 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 là. Dans les bouquins, encore plus que l'ambivalence par rapport à son rôle politico-messianique, le côté le plus profond du personnage, sans le mot des Fremen aussi, qui est réel, là, qui est sincère, là, mais l'aspect le plus important du personnage, peut-être celui qui me reste le plus, même vers toutes ces années, c'est son amour pour Chani. Un amour, je m'excuse de vous vendre un punch, mais c'est ça, si vous lisez le 2, vous allez voir qu'il y a peut-être des raisons d'avoir des visions, là, Paul. Mais cet amour-là, vraiment beau, fragile et sincère, il est complètement représenté dans le film, puis je crois que c'est extrêmement difficile de vraiment réussir ça, en particulier dans un film, dans une saga de science-fiction de 3 heures, là, OK, basée sur des batailles, puis des effets spéciaux, puis des affaires comme ça. Ça fait que quand ton histoire d'amour, quand l'intensité émotive et la vérité émotive de tes scènes d'amour sont aussi bonnes que tes effets spéciaux, puis tout le reste, là, OK, que ça vient vraiment te chercher, là, ben, je m'excuse, mais c'est parce que tu es en train de faire un chef-d'œuvre, là, exceptionnel, là. Donc, fait que... voilà, j'ai été vraiment sincèrement ému et touché par cet aspect-là du film. Puis encore une fois, c'est très, très, très vrai par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. Ça fait que là-dessus, au niveau de l'adaptation, c'est parfait et génial. Je pourrais continuer comme ça, mais il y a des tonnes d'autres trucs. Les Harkonnen, très rapidement. L'intelligence du baron. Alors oui, c'est un gars grotesque, ignoble. Tous les Harkonnen, certainement au sommet de la pyramide, Rabban, Fade, puis le baron, sont des monstres absolus. Mais dans le cas du baron et de Fade Rota, le Nabaron, ce sont des monstres, mais des monstres brillantissimes, là. OK? Puis c'est ça. Le baron, c'est un fin joueur d'échecs en 8 dimensions, dans un univers où tout le monde, c'est ça, là. Il accote n'importe qui au niveau intrigue, là. Puis cette intelligence-là, le baron, là, en même temps que la cruauté absolument terrifiante, là. Il y a une scène où est-ce qu'on entend par la porte... alors, Fade et les autres Harkonnen sont en train d'attendre d'être invités à entrer par le baron. Les portes sont fermées, mais on l'entend de l'autre côté, puis il y a 2 voix de filles, là, qui sont en train de crier juste avant que le baron leur fasse quelque chose qu'on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que quand on rentre, ils sont mortes. C'est terrifiant, là. C'est atroce et horrible. Puis c'est ça, le personnage de Fade, son côté hyper charismatique et complètement psychopathe, sociopathe, là. Il l'a. OK. Dans les bandes annonces que on voyait juste 1 ou 2 images de Fade, là, puis j'étais pas convaincu, sincèrement. Je me disais, ouais, vraiment. Non, je suis sorti du film au-delà de convaincu du traitement de Fade dans le film, puis de l'acteur qu'ils ont choisi. Une excellente représentation de ce qui est fascinant chez les Harkonnen, puis de ce qui est terrifiant, ce qui font que, à beaucoup de points de vue, dans la littérature, en tout cas, c'est très vraisemblablement les meilleurs méchants que moi je connais, en tout cas. Okay? Le meilleur méchant littéraire de science-fiction qui me vient en tête en général, ce sont les Harkonnen. C'est pour ces raisons-là, puis le film est réussi complètement. Fait qu'il y a, puis on pourrait continuer comme ça, là, c'est ceux-là que j'ai noté tantôt, là, mais bon, c'est rempli d'affaires comme ça, c'est adaptatif. Fait au niveau des points, c'est ça, cruciaux du film, le côté messianique, le côté de l'histoire d'amour, le personnage de Paul, les Harkonnen, les intrigues politiques, qu'on voit l'influence, l'importance des Bene Gesserit, qu'est-ce qu'ils font réellement. On a ça dans le film, c'est hyper bon. Puis c'est ça, bon, les différences, rapidement, avant de passer ensuite à ma deuxième qualité, j'allais plus rapidement pour les autres, là, mais ouais, il y a des différences, puis
j'ai vu des critiques à certains endroits par rapport au fait que c'est différent du bouquin, mais je pense que dans à peu près tous les cas, sauf peut-être un, puis j'attends de voir quand même, c'est 100% justifié et le meilleur choix. Alors je dois dire qu'on ne voit pas les navigateurs, puis j'aurais aimé ça qu'on les voit. Mais je pense que son film fait déjà 3 heures, puis si tu mets les deux films ensemble, ça fait quoi, 5-6 heures? Fait que je pense qu'il a dû se dire, on en a bien assez avec ça. Puis on les verra dans le 2. Dans le Messie de Dune, là, le 2 dans le sens le Messie de Dune, dans mon souvenir, les navigateurs de la guilde, certainement au début, jouent un rôle plus important. Là. Fait que, mais l'essentiel des différences, bon, par exemple, dans le bouquin, il y a le comte Fenrig. Alors voici le moment où je vous dis que toute ma vie, j'ai rêvé d'une adaptation de Dune avec le comte Fenrig dedans. Le comte Fenrig, c'est un Harkonnen, mais moins haut dans la hiérarchie des Harkonnen. Puis c'est là qu'on voit que c'est pas tous les Harkonnen qui sont des fous furieux psychopathes. Là. Il y a des degrés là-dedans, puis c'est surtout ceux au sommet qui sont les pires. Là. C'est généralisé sur la planète, mais c'est quand même pas au même niveau chez tout le monde. Puis le comte Fenrig, c'est un fin politicien. Puis il y a toute une séquence, en effet, entre autres. On voit dans le film la séquence où est-ce que Fate se bat dans une arène, fait qu'on a ça, dans le bouquin, on a ça dans le film. Très bonne passe dans le film, mais c'est ça, dans le bouquin, dans mon souvenir, c'est plutôt le comte Fenrig qu'on voit. Puis j'étais un petit peu ambivalent parce que j'ai toujours voulu voir le comte Fenrig. Puis là, mon ami Denis, il a mis Madame Fenrig. C'est pas le comte Fenrig, c'est Dame Fenrig. Qui est plutôt, je pense qu'elle est mentionnée. Je suis même pas certain qu'on la voit dans les bouquins. Fait que j'étais pas 100% certain avant d'aller voir le film, mais c'est un très bon choix d'avoir fait ça comme ça, parce que la Dame Fenrig, dans le film, elle est Bene Gesserit. Je me souviens pas si elle l'est dans les bouquins, mais dans le film, elle l'est. Puis, en remplaçant le personnage du comte Fenrig, qui est l'aspect tractation politique, donc des Harkonnen, puis tout ça, en la remplaçant par Dame Fenrig, ça lui permet d'avoir plus de place avec les Bene Gesserit et avec leurs tractations à elle et les tractations des Bene Gesserit. C'est le cœur de toute la saga, en vérité. Plus qu'on avance dans les bouquins, plus qu'on comprend à quel point, d'une certaine manière, toute l'histoire de Dune, c'est l'histoire des Bene Gesserit. Puis la version courte, c'est que c'est hyper réussi. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? L'actrice est super bonne, j'en parle tantôt. Fait que là-dessus, il a pas mis le comte Fenrig, mais il a fait... c'est ça, il a mis Madame Fenrig. Fait que merci, c'est vraiment... Là, c'est hyper cool, c'est un bon choix. Bon, puis à cause de l'affaire des Bene Gesserit, puis un autre changement qu'il a fait, puis encore une fois, il y a eu des critiques là-dessus, mais je pense que c'est une brillante idée, c'est que quand Jessica boit la fameuse eau de la vie, là, le poison qui donne des pouvoirs si on survit à son absorption, puis il faut être entraîné par les Bene Gesserit pour survivre, en fait. Là. Mais ça donne les pouvoirs de voir dans le futur, puis dans le passé, puis tout ça. Quand elle boit l'eau de la vie, Dame Jessica, pour devenir la révérende mère des Fremen, elle est enceinte de la sœur de Paul, qui est la fameuse Alia, par la suite surnommée l'abomination par les Bene Gesserit, parce que elle devient, quand on boit l'eau de la vie, on a les pouvoirs, on a la conscience de toutes les Bene Gesserit de l'histoire, fait qu'elle, même fœtus, elle acquiert cette conscience-là. Ça fait que c'est une sorte de mutant psychique, en fait. Alia, elle est brillante, hyper puissante, puis tout ça. C'est une figure hyper intéressante dans le Messie de Dune, puis dans le 3. C'est vraiment intéressant. C'est un personnage hyper important. Dans le bouquin, puis dans le Dune de David Lynch, éventuellement, Jessica accouche, et on voit Alia grandir, et même à 4 ans, elle parle comme une adulte, etc. Puis moi, je trouve que la petite fille qu'on voit dans le Dune de David Lynch fait un très bon boulot. Une des meilleures images vers la fin, on la voit comme en extase parce qu'elle vient de tuer le baron. C'est une bonne image, ça. Fait que ça marche bien, mais ce que Villeneuve fait plutôt ici, c'est que on la voit jamais sauf adulte dans une vision, ok? Puis, en général, ce qu'on voit, c'est des images du fœtus, ok? Qui fait, ça fait un peu David Lynch, c'est un côté expérimental, visuel bizarre. Puis,
est en train de parler avec Jessica. Puis là, Jessica nous dit que non, Alia me parle télépathiquement, puis ils sont tout le temps en train de se parler, puis des fois, Jessica dit non, parle pas maintenant, là, j'ai pas le temps. C'est hyper cool, là. C'est ultra réussi, ça marche au fond, là, OK? À plein de niveaux, ça marche, là. C'est atmosphérique, c'est un peu inquiétant, c'est fantastique, c'est brillant, c'est limite un peu humoristique, si on veut, ça... tous les niveaux, puis c'est le côté, c'est un commentaire que j'ai vu tantôt que j'ai trouvé intéressant, ben c'est un personnage, du coup on a un personnage de femme enceinte tout le long, qui parle à son bébé, puis c'est, j'oserais dire, au niveau presque archétypal, on en reparle tantôt, ça marche, ok, puis je pense que c'est mieux réussi que... C'est un bon choix parce que du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un enfant de 4 ans pour jouer le rôle, puis tout ça. Puis dans le film de Lynch, ça marche plutôt bien avec la jeune fille, là, mais c'est une manière de contourner ça, puis de faire sortir l'autre côté qui est, oui, cet enfant-là est brillant, a des super pouvoirs, si on veut, au moins des niveaux de conscience hyper développés, etc. Puis a vraiment une vraie personnalité finalement dans le film. Puis fait que c'est presque comme un spectacle de marionnette avec des ombres, là, où est-ce que il nous fait voir quelque chose en nous le montrant pas finalement. Donc bravo, c'est hyper réussi. Puis fait que ça, encore une fois, c'est une différence par rapport au bouquin, mais entièrement justifié pour raconter l'histoire de manière cinématographique. C'est quand les frères Strugatsky ont écrit le scénario de Stalker, je pense qu'ils ont écrit 4 versions pour Tarkovsky. Puis quand on leur demandait, ça vous a pas agacé de réécrire complètement le scénario, puis à la fin, le scénario a très peu rapport avec votre bouquin, c'est un fragment à peine du bouquin. Puis il y a beaucoup de changements. Eux ont répondu, ben non, le cinéma puis la littérature, c'est 2 médiums complètement différents. Si le cinéaste veut ça, nous on lui donne ça, puis on a fait plaisir, là. Puis je pense que c'est la bonne approche à prendre, puis c'est entièrement justifié. Le changement sur lequel je suis pas entièrement certain, c'est par rapport à Shani vers la fin, parce qu'elle est plus en conflit avec Paul, un peu quand même. Elle prend pas super bien son truc de devenir l'empereur. Fait que ça, c'est quand même une distance non négligeable par rapport au bouquin, mais je soupçonne que quand là, on va voir le 3, en présumant qu'on le voit, espérons-le, on va comprendre. Je pense que ça a sa raison d'être en fonction du 3. Puis vraiment, le film se termine un peu comme l'Empire contre-attaque. C'est plus fini, là, mais ça se termine en laissant clairement la voie ouverte à un 3 qui est presque inévitable, en vérité. Fait que ça pour dire qu'il y a un petit changement par rapport à Shani. Je suis pas entièrement certain, je suis complètement sincère. Mais c'est le seul point sur lequel j'avais des petites réserves, puis rendu là, je donne le bénéfice du doute à Denis Villeneuve, parce que Chris, là, tu sais, premièrement, il signe chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, puis deuxièmement, c'est des adaptations là, exemplaires, là, c'est pas tout pareil comme dans le bouquin, mais Eric von Stroheim a essayé de faire ça avec Greed, là, tourner chaque page du bouquin, là, ça marche pas, il faut faire des changements, Villeneuve les a faits, je pense qu'il a fait des très bons choix artistiques. Fait que bravo. Deuxième raison, là, je vais passer plus vite parce qu'autrement, j'en ai pour 3 jours. Donc, ça le mériterait. Ben, l'expérience, pourquoi c'est bon le Dune de Denis Villeneuve, le 2? Je mentionne ici que le 2 a une saveur complètement différente du premier. Puis c'est intéressant parce que c'est clairement, d'un certain point de vue, le même film, mais d'un autre côté, l'atmosphère est complètement... Dans mon souvenir, là, je ne l'ai pas vu depuis un bout, là, mais tu as l'impression de regarder un film complètement différent. Fait que ça, c'est vraiment hyper intéressant, mais juste au niveau de l'expérience cinématographique, de voir le film sur grand écran. Alors, c'est saisissant, c'est impressionnant comme le sentiment d'émerveillement ébahi devant l'étendue du cosmos. C'est le genre d'émerveillement qu'on a en regardant le film. Je vais juste nommer quelques trucs qui sont malades mentales. Le film en est rempli. Okay. Alors, un petit détail, par exemple, les Harkonnen, au début, on voit, une troupe Harkonnen dans le désert, puis ils vont se faire attaquer par les Fremen. C'est hyper cool, cette passe-là. Puis,
Ils sont en train de courir, puis ils arrivent au bord d'une colline, puis là, essentiellement, ils se mettent à flotter dans les airs. Puis c'est là qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, les Harkonnen avec le baron, dans cet univers-là, on a la technologie antigravitationnelle. Ça fait que les gens peuvent voler essentiellement avec le bon matériel dans certaines circonstances. C'est littéralement merveilleux. Cela émerveille. On voit toute la lignée des Fremen qui sont en train de monter en haut d'une montagne, de voler, en fait, avec leur truc, puis lentement, là. Puis j'enchaîne avec ce moment, c'est ça, paisible, de cueillir les marguerites du désert poétique, là, par la puissance formidable. Bon, des batailles, évidemment, avec des scènes d'action, là, réalisées aussi bonne que n'importe quelle scène d'action dans n'importe quel film. OK? French Connection, Aliens 2, là, OK? Nommez le film avec les meilleures passes d'action que vous pouvez imaginer. Ben, j'oserais dire que c'est de ce niveau-là. Là-dedans, c'est pas un film d'action en tant que tel, mais il y en a en masse, en masse, en masse, en masse. Les scènes de bataille, c'est hallucinant. Je me retiens pour pas dire des affaires, mais la scène de la bataille, il y a un combat avec Fade à la fin, avec Paul, là, Chris, là. C'est niveau bataille dans Menace Fantôme. C'est à peu près ce niveau-là de bataille, là. C'est dans cette galaxie-là de niveau de bataille. Puis à peu près toutes les batailles sont à peu près de ce niveau-là. Non, mais c'est tout hyper bon. Puis c'est ça, quand on voit des explosions, ou quand on voit, tu sais, les explosions nucléaires, à un moment donné, on les voit bien comme faut, c'est hyper cool comment c'est traduit dans l'histoire. J'ai vu à un moment donné une anecdote d'un soldat sur un champ de bataille qui décrivait, oui, l'horreur des explosions partout, puis le monde qui explose, puis les cadavres, tout ça, là, puis les lumières, puis le bruit là, inimaginable de ces batailles-là. La bataille style Apocalypse Now, là, okay, qu'il a vécu. Puis quand on lui a demandé comment c'était, mais comment c'était, il a dit que c'était sublime. C'était sublime. Parce que c'est tellement le chaos et la destruction que ça acquiert une forme de transcendance, aussi curieux que ça puisse paraître. Ben, Chris, c'est ça qu'on a dans le film de Denis Villeneuve. Okay. Encore une fois, Apocalypse Now, c'est un assez bon... C'est complètement différent comme traitement, mais c'est une assez bonne comparaison. Puis il y a des séquences où est-ce que, c'est ça, quand on voit le genre de chars d'assaut qui ramassent les pistes, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est énorme avec des chenilles, là, comme les chars d'assaut, qu'on les voit de très proches à un moment donné. Le bruit, puis la taille, puis la puissance de ces machines-là. Le mélange, autant le design que le choix, le montage sonore qui est vraiment extrêmement réussi, là, si on prête attention, ça donne vraiment une impression d'extraordinaire puissance, de danger colossal. C'est comme le Grand Canyon. C'est cette impression-là de puissance, là, comme pectorale, viscérale. Fait que c'est ce niveau-là. Puis c'est ça. Puis je vais finir avec... mais je pourrais continuer là-dessus aussi, je pourrais continuer pendant des heures, parce que c'est bon en tabarnak, là, c'est hallucinant comme c'est bon. On est privilégié, là. OK, moi qui croyais que le cinéma était complètement mort il y a quelques années, c'est Arrival de Denis Villeneuve qui m'a redonné la foi au cinéma. Ben là, on a ça, là. OK. Ben, merci, là, parce que c'est ça. OK. Ben, la dernière affaire que je mentionne, c'est les vers des sables, la chevauchée des vers des sables. Ben, tout ce que j'ai dit pour l'énormité là, des chenillettes là, pour ramasser les pistes, ou pour les explosions, ou pour le sentiment de puissance, ben, tout ce que j'ai dit là, ça fois 1000 quasiment, faut pas j'exagère, là, mais on a la même chose avec les séquences des vers des sables, puis où est-ce que Stilgar et Paul, les différents Fremen, vont monter sur le dos des vers pour se promener dessus essentiellement, puis la séquence où Paul va pour la première fois monter sur le dos d'un ver, c'est une de ses initiations de Fremen, une des plus importantes. C'est essentiellement une pièce d'anthologie. Il faut voir ça sur grand écran. Voici le moment où je le plug. Là. Faites-vous plaisir. Allez le voir au grand écran si ce n'est pas encore fait. Puis si vous l'avez fait, retournez le voir. Là. Moi, en le regardant, je me suis dit, moi, c'est clair que je retourne voir ce film au grand écran. Là. Le film n'était même pas à moitié fini que je me disais ça. C'est ça, quand il monte sur le dos des vers des sables, on a l'impression de pouvoir, on a l'impression de la puissance terrifiante des vers, mais on a aussi le côté, ça a l'air le fun et excitant, là, OK? Fait que dans le Dune de David Lynch, ça marchait plutôt bien, OK? Mais là, ça le fait, là.
T'as vraiment le côté où est-ce que c'est à la fois un truc de guerrier puis un truc pour ados de 14 ans, là, monter sur un... C'est un plaisir d'adolescent, là, c'est un plaisir jouissif d'être en vie. Waouh, je suis sur un dos de vers des sables, là, mais c'est hyper dangereux, mais c'est cool en même temps. Ouais, puis c'est ça. Puis je mentionne, dernière affaire que j'ai là-dessus, mais je peux en dire pendant des jours et des jours, là. Les combats, il y a un truc à la fin. Le meilleur combat du film, c'est un combat qui est entièrement lissé à notre imagination. C'est vers la fin. C'est un combat entre les Fedaykin puis les Fremen, puis j'en dirai pas plus, là, mais... Wow! Ouais. Fait que... mais c'est ça, tous les combats sont super bons, mais avoir la retenue de faire ce choix artistique-là que Denis Villeneuve fait vers la fin, qui est tellement le meilleur choix qu'on peut faire, qui propulse tellement le film au niveau encore plus élevé, au niveau suprême du épique, finalement, là. C'est bon. OK. C'est bon. Des fois, pourquoi c'est bon, il faut chercher pourquoi, là, c'est facile. Troisième et dernière raison pour aujourd'hui, là, je vais aller vite, là. La qualité de l'interprétation, j'ai hésité parce que j'aurais pu en donner 25 des raisons pour lesquelles c'est bon. Mais je pense que ça valait la peine de mentionner parce qu'elle est remarquablement bonne, la qualité de l'interprétation. Alors, Timothée Chalamet fait Paul, c'est exactement ça que c'est. Il le fait, c'est exactement ça que c'est. C'est pas un rôle facile, là. Puis tout le côté ambivalent, le côté amour, le côté tout ce qu'on veut, là, le gars qu'on voit dans le film, c'est 100% Paul Atreides. C'est ça. Là. Puis quand il rentre vraiment dans son pouvoir, là, qu'il devient le chef, puis tout ça, là, puis peut-être que ça lui monte à la tête, ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Zendaya qui fait Shani, super bonne. La chimie entre les deux, numéro 1, là. J'ai pas noté son nom, mais Zendaya, elle a une chum de fille qui a comme un rôle secondaire, là. Elle aussi est super bonne. Genre, tout le monde est bon, là, ok, mais c'est bon. Josh Brolin qui fait Gurney Halleck, qui est super bon aussi, il est très bon. Javier Bardem qui fait Stilgar, je l'ai mentionné, il vole quasiment le spectacle. Okay. Si c'était pas que Timothée Chalamet était tellement excellent dans ce rôle-là, Javier Bardem, là, encore en mentionnant ici que c'est possiblement un des meilleurs, c'est carrément un des meilleurs méchants de James Bond de tous les temps, là, dans Skyfall, là. Il est bon, Javier Bardem, puis là-dedans, là, il est bon à tous les niveaux, crève l'écran, tout ce qu'on veut, il est drôle, et tout. Bon, Rebecca Ferguson, qui fait Dame Jessica, super bonne. Charlotte Rampling, qui fait la révérende mère Gaius Hélène Moyam. Charlotte Rampling qui a une place spéciale dans mon cœur à cause de Night Porter, un de mes films préférés. Petit rôle, mais rôle crucial dans l'intrigue puis dans le film. Elle est excellemment choisie dans ce film-là, puis je suis tellement content qu'elle soit là-dedans. Bon, c'est ça. Stellan Skarsgård qui fait le baron Harkonnen, le côté méchant, mais le côté brillant. Ça se feint pas. L'intelligence du baron, là, c'est dans les yeux. Le baron, clairement, le costume de Baze fait un grand rôle dans l'interprétation du personnage, mais les yeux de Stellan Skarsgård font que c'est ça. C'est vraiment lui qui montre la nature profonde, manipulatrice, calculatrice du baron Harkonnen, etc. Austin Butler qui joue Fade, malade mental à tous les points de vue. Pour vrai, là, en termes de qualité, puis en sens que, non, il est malade mental, Fade, là, soyons sérieux. Dave Bautista qui joue Raban, il joue la brutalité, mais aussi le doute et la peur. Numéro 1, ok, super bon. Léa Seydoux a fait Dame Fenric, super bon. Florence Pugh qui fait Irulan, la fille de l'empereur, super bonne. Irulan, un autre personnage important, le côté tractation politique. Dans Messie Dune, elle joue un rôle, dans mon souvenir, encore plus important, et surtout important dans le Messie Dune. Anna Taylor-Joy fait Alia, on la voit une scène, peut-être 30 secondes en tout, là, mais elle fait la vision d'Alia, c'est elle. Super bonne. Puis, dernière que je mentionne, c'est Christopher Walken qui fait l'empereur. Honnêtement, là, si je suis complètement franc, quand j'ai vu que c'était Christopher Walken, j'étais super content. Puis,
je l'ai trouvé moins convaincant que les autres, OK? C'est cool, là, il est cool, OK? Mais moi, je voyais Christopher Walken plus que Paddy Church, Adam Catt. J'ai hâte de finir sur une critique, là, mais c'est un très, très bon choix. Il est très cool parce que Christopher Walken, il est cool. C'est toujours le fun de le voir à l'écran. Mais je l'ai trouvé un peu moins convaincant, si je suis bien sincère. Quoique, ceci dit... OK, vers la fin, là, dans la scène, quand il est sur le trône, puis là, il fait rentrer les Harkonnen, puis tout ça, puis là, il est dans son rôle d'empereur, parce que la plupart du temps, il est en privé, il parle avec Irulan, puis tout ça. Mais quand on le voit là, sur le trône, être l'empereur, ouais, ça marche plutôt. Là. Puis j'aime bien, c'est intéressant Christopher Walken, parce que il y a moins la prestance impériale de, je pense que c'est José Ferrer qui jouait le rôle dans celui de David Lynch, mais compte tenu de qui est l'empereur, je pense que c'est une lecture intéressante de le présenter presque comme une sorte de gangster, finalement, là, comme un peu un personnage comme ça, de le dénobiliser en quelque sorte, de le montrer comme un personnage plus, moins noble, c'est ça. Pas pour dire du mal de Christopher Walken, encore une fois, je suis essentiellement toujours content de le voir à l'écran, il est hyper cool, là. Mais là-dessus, c'est ça, il fait plus, honnêtement, j'ai trouvé, il fait plus gars de Brooklyn que gars qui a grandi sur une planète en or. Okay? Mais ceci dit, c'est ça, sur le trône, quand il s'agit d'être menaçant, il est très très bon, puis dans ses échanges avec Paul, très bon, plutôt très bon. Ça fait que, c'est ça, celui sur lequel j'aurais un bémol, si j'en ai un, ça serait Christopher Walken, qui est bon, mais qui est, à mon avis, pas au niveau de tous les autres. Ceci dit, tous les autres sont hallucinamment bons. Fait que les deux Dunes à date là, de Denis Villeneuve, c'est, à mon avis, c'est au niveau Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et je suis très tenté de dire que c'est au niveau Guerre des Étoiles. Okay? Ça peut pas avoir le même impact culturel que Guerre des Étoiles à beaucoup de points de vue, parce que la Guerre des Étoiles est vraiment le premier film qui a eu vraiment cet impact-là sur une culture. Mais au niveau de ce que ça représente dans la culture collective comme accomplissement, certainement au niveau de la science-fiction, okay, puis au niveau de l'adaptation, la comparaison avec Seigneur des Anneaux, c'est de ce niveau-là. C'est un truc qui vient une fois aux 20 ans. Là, okay, puis là, on l'a, puis c'est le Dune de Villeneuve. Fait que bravo, puis on est bien chanceux. Frank Herbert résumait ainsi le message de Dune. Méfiez-vous des leaders charismatiques. Il avait John Kennedy en tête. Dans mon souvenir, c'est John Kennedy. Un président américain, John F. Kennedy, transformé par sa mise à mort publique en une sorte de figure messianique. L'incarnation du rêve américain dans sa forme la plus sublimée, la plus élevée. Okay? Le président américain parfait. Okay? Incapable d'erreur, le pouvoir américain parfait. Incapable d'erreur parce qu'il est mort. Puis, parce qu'il est mort, rempli d'un potentiel qu'il ne peut pas trahir, puis que nous, on peut projeter sur lui. Le président Kennedy, qui a été déifié, il y a une rue qui porte son nom ici à Montréal, ben, c'est une coquille vide en vérité, dans laquelle toute une génération, plus qu'une génération sans doute, ont pu projeter, puis continuent de le faire à beaucoup de points de vue, projeter toutes les qualités qu'ils imaginent que la forme la plus élevée de l'Amérique et du pouvoir américain incarne. Okay. C'est une figure christique, figure messianique. Ce qui nous permet de constater que s'il faut se méfier des leaders charismatiques, c'est encore plus dangereux d'en être un. Le piège principal, et c'est mon propos ici, ce n'est pas qu'un tireur fou ou une cabale quelconque, la mafia, la CIA, peu importe. C'est pas que quelqu'un peut mettre fin à notre règne et à nos jours en nous tirant dessus ou en nous poignardant, peu importe, comme les îles de Mars. L'épée de Damoclès pend au-dessus de la tête de tout chef politique ou spirituel, qui soit charismatique ou qu'il ne le soit pas.
Et la conscience d'une mort sans cesse imminente n'est pas toujours un désavantage. Memento mori, ce rappel constant de la mort, c'est ça qui a fait la gloire de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, peut-être le plus grand empereur que Rome a eu. Là. Que s'il y a eu un bon empereur dans l'histoire, c'est plutôt Marc Aurèle. C'est ça. Ben, si vous écrivez, si vous lisez les pensées de Marc Aurèle, ben, c'est de ça dont il parle. Rappelle-toi que tu vas mourir, etc. Là. Le danger de mort qui pèse sur le leader charismatique, la figure messianique. Donc c'est ça, la vraie mort dont il est question ici, le vrai danger de mort, il est moral et spirituel. Okay. Puis de quelle nature est-elle? C'est quoi la nature de ce qu'on va voir dans un instant, qui est la fameuse possession archétypale? Ça veut dire quoi, cette formule alambiquée? Ben, c'est ça. Paul joue au Messie. Et il y a des bonnes raisons de croire qu'il y en ait un. Puis, règle générale, probablement ne le croit pas, mais peut-être à un moment donné se pose au moins la question, ça se pourrait-il que. Mais en même temps, les asiles psychiatriques sont remplis, mur à mur, de gens qui se prennent pour un prophète ou un messie. Ça, c'est sans compter les innombrables chefs de secte ou de culte qui pullulent depuis au moins le 20e siècle, puis probablement depuis la nuit des temps. Okay, des gens comme Rajneesh, Osho, David Koresh, Moïse Thériault, qu'on a eu au Québec dans les années, je pense, 90, on a beaucoup parlé, mais il y en a des tonnes, c'est ça, L. Ron Hubbard, Raël, apparemment qui est rendu au Japon, une nouvelle recrue au Japon, Charlie Manson, bon, il y a tout un spectre d'inoffensifs à dangereux, meurtriers, peu importe. Mais c'est ça, il y a tout un paquet de chefs de secte qu'on peut voir dans les films sur Netflix, des gens qui se prennent pour des messies, ou qui se présentent comme des messies. Il y en a des tonnes, là. Puis ce qui est fascinant chez beaucoup de ces gens-là, c'est que même quand ils commencent leur carrière de simili-prophètes en sachant qu'ils sont des charlatans, en cours de route, éventuellement, ils finissent par se convaincre de leur propre légende. Ils finissent par croire réellement qu'ils sont une forme de Messie. Puis c'est ça dont on parle ici présentement, c'est ça notre sujet, c'est ce vers quoi on est en train de pointer. Là. Mentionnons que dans beaucoup de ces cas-là, bien des cas, ces hommes, c'est presque toujours des hommes, détail intéressant, super intéressant en fait, ont un charisme hors du commun. C'est très fréquent, ça. Une personnalité remarquable, quelque chose de captivant chez eux. Okay? C'est certainement, par exemple, le cas de Rajneesh. Puis je mentionne ici, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais moi, je l'ai personnellement connu 2 personnes qui ont été dans l'ashram de Rajneesh. Okay? Pendant un bon bout, là. Okay? Puis ces 2 personnes-là, à ce jour, continuent de dire que Rajneesh, Osho, un des gourou réputé comme ayant le plus mal viré. Là, ça s'est très, très mal passé dans l'ashram de Rajneesh, à beaucoup de points de vue. Il y a un documentaire, je pense, sur Netflix, probablement plus qu'un si ça se trouve. Ben, moi, j'ai connu 2 personnes qui ont été dans l'ashram de Rajneesh, continuent de dire que c'est un saint homme, le plus saint homme qu'ils ont rencontré de leur vie. Okay. Ils sont encore en admiration. Puis c'est du monde intelligent, là. Okay. C'est pas des... Ils sont pas niaiseuses, c'est des filles, elles sont pas niaiseuses. Là. Okay? Tout ce que j'ai entendu de gens qui ont été dans l'ashram de Rajneesh, c'est toujours ça l'histoire que moi j'entends. Fait qu'il y a quelque chose de captivant, puis dans un autre spectre, là, vraiment dans le spectre maléfique, ben Charlie Manson, il y a les filles qui ont commis les meurtres au nom de Charles Manson dans les années 60, là, les atrocités avec Sharon Tate et tout ça, sont allés en prison en souriant pour Charlie Manson. C'est ça, l'effet de Charlie Manson s'est fait sentir de nombreuses années chez ses fidèles, même après qu'il a été mis en prison. Là, okay? Ça fait que souvent, il y a vraiment une aura très forte chez ces leaders charismatiques-là. Ce qui ne les empêche pas ni de mentir, ni de manipuler, ni d'abuser de leurs ouailles. Okay? Parfois, sévèrement, cruellement et terriblement. On explique souvent ce phénomène du charisme magnétique de ces leaders charismatiques, soit par l'hypothèse de la faute totale, soit par celle du génie fou à la Hitler.
Ces deux manières de présenter l'histoire en disent sans doute beaucoup sur la culture occidentale. Si on suivait ces directions-là narrativement, qu'est-ce que ça raconte? Ça serait, à mon avis, hyper intéressant. Ça dirait, tu sais, qu'est-ce que ça dit sur notre rapport au sublime, aux besoins de transcendance, notre déni, peut-être notre dénigrement même bon, ces choses-là, etc., etc. Mais en ce qui concerne le phénomène du leader charismatique, du chef de secte, puis du messie là, qui vire mal, là, les gens qui se prennent pour Jésus ou les messies, ben à mon avis, il y a une meilleure explication du phénomène. Puis c'est ce qu'on trouve chez, encore une fois, Carl Jung, et c'est ce qu'on appelle la fameuse possession archétypale. Puis je parle souvent de Jung parce que je pense que c'est super intéressant. C'est pas parce que j'en fais, je suis particulièrement disciple là, de Jung, j'en fais pas un messie, mais le travail d'aller fouiller dans la psyché, là, il l'a fait. Il l'a fait pendant des années, il a rasé le viré faux, il a écrit le fameux livre rouge, ça fait qu'il a fait un travail empirique d'observation de la psyché humaine, puis c'est ça, ce dont il parle, c'est des affaires qu'il a vécues lui-même, puis j'oserais dire que dans mon vécu à moi, ce que j'observe à date, il y a des comparaisons, là, ça se vérifie, OK? Bon, ça fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Jung, là, mais bon, voilà. Fait que la possession archétypale, voici le principe. OK. Alors, notre part consciente, celle qui vous parle présentement, n'est qu'une fraction de qui nous sommes. Elle n'est d'ailleurs pas vraiment consciente. Elle a la sensation de la conscience, mais pas réellement la conscience. Elle croit qu'elle est consciente. Sous la surface de cette conscience, si on veut, se trouve, conscience superficielle, se trouve une série de mécanismes et d'énergie psychique, l'ombre, l'anima, bon, avec lesquels nous pouvons et devons apprendre à entrer en contact, puis à travailler, puis etc. La part la plus profonde de nous est universelle. Peut-être unique, peut-être pas. OK, il y a un inconscient collectif, etc. Bon, mais c'est ça. Une part qui est à la fois nous et pas nous. OK? À la fois unique et universelle. Elle est surtout impossible à contempler directement. En fait, c'est ça, la partie la plus profonde de nous qui, en fait, rendue assez profondément, n'est plus individuelle. Presque certainement, ben cette part-là, c'est comme la profondeur des océans. Là. On ne peut pas la contempler. Okay? Okay. Peut-être qu'aujourd'hui, on a des machines pour aller aux profondeurs des océans, mais nous, on n'a pas de machine pour aller aux profondeurs de notre conscience. Ce qu'on a, c'est un intermédiaire. Okay? L'anima. Okay? Je crois que c'est ce que Jung appelle l'anima, qui est ce que Socrate appelait le daimon. J'en parle souvent, ce que Aleister Crowley, dont on va parler dans un instant, appelait le Holy Guardian Angel, le messager des dieux, notre mercure intérieur, la part qui fait le lien entre notre moi conscient superficiel et notre moi profond. Notre moi profond, universel, cosmique, tout puissant, tout ce que vous voulez, okay? Le plus profond avec lequel on ne peut pas entrer en contact directement, c'est ce qu'il y a derrière le voile d'Isis, n'est-ce pas? Puis notre part conscience, ben, c'est ça, consciente, elle a besoin d'un intermédiaire, ça c'est le daimon, le Holy Guardian Angel, etc. Puis elle va nous parler, elle va nous envoyer les messages des profondeurs, par le moyen de symboles, okay? Ce qu'on appelle l'irrationnel ou le non-rationnel, okay? le subconscient, là, puis ce subconscient-là, okay? Communique avec nous par des symboles. Parce que ça peut pas être exprimé, ça peut rarement être exprimé directement par des mots. Okay? Bon. Fait que le langage est symbolique et poétique. Une partie des symboles que le moi profond utilise pour communiquer avec nous. Une partie des symboles est peut-être individuelle, liée à ce qu'on a vécu dans notre vie, mais une énorme partie de ces symboles-là est universelle, en fait. Puis il y en a qui sont universels, qui avaient du sens pour des gens il y a 1000 ans, qui en ont vu pour aujourd'hui, puis on est bien mal pris. Bon, c'est ça. Puis une partie de ces symboles-là, ce sont les fameux archétypes. Okay. Alors, le vieux sage sur la montagne, c'est un archétype. Okay. Il y en a beaucoup des figures mythologiques sont des figures archétypales. Alors, ce sont des personnages, en général, symboliques que tout le monde reconnaît.
essentiellement, qui sont présents, parce qu'ils sont présents dans la psyché de tout le monde, dans la psyché de tout le monde. Puis un de ces symboles universels-là, c'est l'archétype christique. Ah! L'archétype christique, c'est un des plus profonds et des plus importants. Le Christ, dont on voit l'histoire dans la Bible, okay, ben cette histoire-là, c'est l'histoire de nous autres. Alors, chez certains occultistes, on va dire par exemple que c'est une histoire métaphorique du chemin initiatique avec les réincarnations et tout ça. Soit, OK, ça se peut. Bon. Mais il y a un aspect de ça où est-ce que l'histoire du Christ, c'est ça, un aspect de notre psyché, puisqu'on est en train de voir, c'est l'histoire de cet aspect-là, de notre psyché, notre mort, notre résurrection essentiellement. Ce qui est certain, c'est que c'est pas pour rien que l'histoire du Christ a autant résonné, certainement dans la culture occidentale. Okay? Ça a parlé aux gens. Puis l'Église a beaucoup utilisé de trucs comme la honte, la manipulation, la terreur dans bien des cas pour répandre son message. Néanmoins, il y avait quand même quelque chose dans l'histoire qui résonnait dans le cœur des gens puis qui a continué de résonner, quelque chose de symbolique. C'est ça, c'est une résonance par rapport à notre symbolique interne. Ça résonne par rapport à notre archétype christique à nous qui reconnaît quelque chose qui porte en lui. Puis, dans de telles situations, quand certains aspects de notre nature profonde cherchent à s'exprimer en nous, okay, dans le cas de certains aspects particulièrement puissants et universels, ben, ils vont prendre la forme d'archétypes, qui vont se manifester comme des images mentales, des rêves, des choses comme ça, mais aussi des tendances, des comportements qu'on peut avoir sans s'en rendre compte. Les énergies psychiques dont il est question ici, qui sont en train de remonter à la surface, de chercher à se manifester. Ces énergies-là sont extrêmement puissantes. Okay? On sous-estime énormément les énergies qu'on a en nous. Okay? Parce qu'on vit dans le 1/10 de 1% de superficie de notre conscience. Là. Okay? Mais il s'en passe bien des affaires dans les profondeurs. Fait que quand ces choses-là commencent à remonter à la surface, sous la forme d'images archétypales, des choses comme ça, ben, il peut arriver que les énergies qui cherchent à remonter, on n'arrive pas à les intégrer. On ne soit pas capable de les intégrer pour différentes raisons. Okay? Puis c'est une des causes de ce qu'on appelle la folie. Okay? De ne pas être capable de faire la différence entre l'énergie qui est en train de remonter puis la personnalité. De se laisser posséder par l'énergie archétypale qui est en train de remonter. On fait des versions très rapides. Là, je parle longtemps, mais c'est quand même la version courte. Il faudrait aller vraiment plus en profondeur. Mais en gros, c'est ça. Il arrive que la personnalité ne soit pas prête ou soit affaiblie pour différentes raisons. Il n'arrive pas à intégrer l'énergie spirituelle, psychologique, peu importe, qui essaie de remonter à la surface. Puis, dans des situations comme ça, ben, c'est là où est-ce que l'archétype peut venir à prendre le contrôle de notre personnalité, à la posséder. Okay? La possession archétypale, où est-ce que les gens se mettent à se prendre pour Jésus. Okay? Puis je mentionne ici que, ouais, là j'ai utilisé l'expression l'archétype possède la personnalité, mais le problème ici, il n'est pas au niveau de l'archétype, il est au niveau de la personnalité, puis en bonne partie du corps physique aussi. C'est un sujet pour un autre jour, mais si vous avez pris énormément de drogue, au moment où ça remonte, puis ça fait remonter, comme les consommations d'acide, mettons, LSD, puis tout ça, là, ou des trucs comme ça, des psychédéliques, puis vous n'êtes pas forcément prêt, puis là, vous êtes en état nerveux amoindri, là, okay, c'est pas parce que la drogue, c'est mal en tant que tel, mais vous êtes déjà dans un état de fébrilité nerveuse qui fait que c'est plus difficile à gérer quelque chose qui serait déjà difficile à gérer en partant. Une genre de situation comme ça, il peut y avoir plein d'explications, mais c'est ça. La possession archétypale, en fait, c'est pas l'archétype qui est le problème, c'est le fait que l'appareil qui sert à gérer l'archétype n'est pas prêt ou n'est pas capable de le faire à ce moment-là. C'est ça. Notre personnalité, quand ça arrive, peut en venir à oublier qui elle est réelle, à s'oublier elle-même, puis à s'identifier avec le symbole qui cherche à s'exprimer via l'archétype. Je suis Jésus. L'asile psychiatrique. Alors, Aleister Crowley dont j'ai parlé, c'est ici qui arrive. L'occultiste bien connu, dont on a parlé dans la vidéo précédente.
Aleister Crowley se présentait publiquement comme l'Antéchrist parce qu'il aimait faire de la provocation. Alors, je suis la bête 666, etc. Ça, c'était son personnage public. Mais ça, c'est parce que Aleister Crowley, si vous allez voir dans la vraie vie, OK, peut-être pas un gars parfait, là, OK, il y a sa zone d'ombre, mais fondamentalement, c'est Marilyn Manson, Alice Cooper. OK, c'est un gars qui aimait faire de la provocation sur la place publique. Ça l'amusait. Fait que c'est pour ça qu'il disait ça. C'est pas un magicien noir, etc., mais il a fait peur au monde, il aimait ça, puis il était très efficace pour faire peur au monde, ça fait qu'on a encore peur de lui aujourd'hui. Bon. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Aleister Crowley se croyait chargé de la mission de créer la religion pour la nouvelle ère, okay, qui est appelée Téléma. On en parlait, je pense, la vidéo sur Traumstadt. Là. Fait qu'essentiellement, vers la fin de sa vie, Crowley se prenait pour une sorte de figure christique. Puis ce qui est fascinant quand on lit ses bouquins, c'est de voir que Crowley n'était pas fou du tout. Puis, en fait, c'est surprenant, mais il y avait d'excellentes raisons de croire qu'il pouvait être une figure christique. Okay. Puis, il y avait, règle générale, à mon souvenir, les doutes qu'on doit avoir dans des situations comme ça. Il n'a pas juste pris ça comme de l'argent comptant, puis s'est dit « Ah oui, il était ambivalent par rapport à ça, ce qu'on doit être, n'est-ce pas? » On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais on peut les lire dans de nombreux écrits de Crowley, en particulier Equinox of the Gods, qui raconte tout son passage où il reçoit son message divin, n'est-ce pas? Mais ce qui compte ici, c'est que Crowley a cru qu'il pouvait être une figure christique parce qu'il est rentré en contact avec une sorte d'énergie christique, puis qu'il y a eu des formes de preuves qui sont l'expression par écrit, OK, de connaissances que lui ne possédait pas, puis de connaissances parfois très, très pointues, là, des affaires, entre autres au niveau ésotérique, etc., là, mais l'esprit qui parlait à Crowley savait des choses que lui ne savait pas. Okay. Puis lui a pris ça comme étant une preuve que oui, clairement, c'était l'entité qui prétendait être. C'est ça, qu'il y avait quelque chose là de spirituel. Puis oui, mais quoi? Okay. Puis c'est pas un démon. OK, je vous le dis tout de suite, là, ce n'est pas ça. OK. Ce qui semble s'être produit, c'est que Crowley, bon, on sait que Crowley était en contact avec son daimon, son Holy Guardian Angel. L'expression, c'est beaucoup lui qui a amené ça dans la conversation. Okay? C'est beaucoup lui qui parle du Holy Guardian Angel, puis cet ange gardien-là, c'est le daimon, c'est la partie de nous qui est en contact avec la divinité profonde, et l'objectif de la magie cérémonielle, qui est ce que Crowley faisait, mais pas juste lui, mais c'est ce que lui faisait, c'est d'entrer en contact avec ça. La fonction de la magie cérémonielle, c'est d'établir ce contact-là. Fait que Crowley est en contact avec son ange gardien, son daimon. Je me rappelle pas là, à quel point c'est lui qui envoie les messages, mais il est impliqué dans le processus, là. Mais ce qui est certain, c'est qu'en cours de route, Crowley, qui est un pourfendeur du christianisme, semble avoir été de plus en plus habité, peut-être par un mélange de déni et de projection, par une forme d'identification avec l'archétype christique. Alors, il détestait le Christ, si on veut, littéraire, le Christ dans la Bible, tel qu'il était présenté, il n'aimait pas cette histoire-là, mais il y avait quelque chose en lui qui résonnait avec ça, qui, à mon avis, est l'archétype christique, donc sa part psychique qui correspond à l'archétype christique, qui correspondait néanmoins à cette image-là. Puis, il n'est pas devenu fou, mais cette affaire-là a commencé à se manifester en lui, parce qu'il a quand même fait beaucoup de travail spirituel, parce que, bon, il n'est pas devenu fou, mais je pense que les preuves qu'il y avait devant lui, c'était intégrer cette image-là, cette énergie-là christique, sans se laisser prendre, posséder par elle. Puis je pense je pense pas qu'il a réussi. Je pense qu'il y avait une partie de lui qui était dans son ombre à lui, où est-ce que, tu sais, il voulait jouer au Christ, en fait, puis ça lui a joué des tours. Il y avait une sorte de rapport amour-haine avec cette idée-là. Puis mon hypothèse, ça serait quelque chose dans cette direction-là. Je suis pas en train de le diagnostiquer, on peut pas faire ça, là. Bon, ça se fait juste pas, puis bon, puis les processus psychiques, c'est toujours assez complexe, OK? Mais, en quelque part, l'énergie christique qui est en dedans de tout le monde, l'archétype christique ici, psychique, cherchait à rentrer en contact avec Crowley.
d'après moi, mais peut-être par orgueil, lui voulait croire qu'il était un messie pour vrai, fait que ça a pris cette tendance-là. Ça fait que ça serait quelque chose dans cette direction-là, okay, que je pense qu'il est arrivé. Puis, il faut dire que Crowley s'en est mieux tiré que bien d'autres personnes qui ont été plus ou moins possédées par l'archétype christique. Okay? Certainement, il s'en sort mieux que Paul, dans la mesure où, ouais, peut-être que Crowley n'est pas monté sur le trône impérial de la galaxie, mais il n'a pas parti de croisade non plus de guerre sainte. Hein? Il n'a pas perdu le contrôle d'une guerre sainte. Fait que voilà. La grande leçon, c'est que si notre psyché est le siège d'énergie psychique et spirituelle colossale, et s'il est vrai que nous sommes bel et bien des dieux, quelque chose comme des dieux, au plus profond d'entre nous, okay? Puis si vous faites assez de méditation, vous n'allez peut-être pas l'exprimer dans ce langage-là, mais vous allez taper dans quelque chose psychologiquement qui va ressembler à ça. Quand les gens qui font beaucoup de méditation bouddhique disent « Ah, il n'y a pas de soi, la mort de l'ego soi-disant, etc. » Ben, ils font profession de ne plus occuper d'espace psychique que sous la forme de la psyché universelle. Ils n'ont plus de psyché individuelle, ils ne sont plus que l'expression de la psyché universelle. Bon, mais ça, c'est un truc transcendant, quasiment la définition, là, OK? Atome de la conscience universelle. Donc, c'est ça, si notre psyché est le siège de tout ça, si c'est dans notre nature profonde, il n'en demeure pas moins que dans notre corps physique, nous avons une personnalité qui est le véhicule de ces forces cosmiques. Et notre personnalité, notre moi de tous les jours, celle qui vous parle présentement, qui nous rend plus ou moins fonctionnels dans le monde, si elle est l'expression de cet univers, okay, que nous portons en dedans de nous, okay, elle est l'expression de cet univers, mais elle n'en est pas la totalité. Elle est une infime part de la superficie d'un reflet de l'univers. Alors, ouais, j'ai le tout en moi, la totalité, puis c'est dans ma psyché, une psyché qui est toujours en contact avec moi, que je sois conscient ou pas, et ça fait partie du travail, le travail d'individuation, le travail de devenir soi-même, ça fait partie du travail d'intégrer cette part de l'universel à qui on est dans notre quotidien, dans notre expression quotidienne. Okay? Puis oui, cette part profonde-là, c'est notre moi véritable, à la fois un je et pas un je, plutôt pas un je qu'un je, mais à la fois unique et universel, etc. C'est notre moi véritable. Oui, mon ego, ma petite personnalité, n'est pas moi, pas vraiment, pas du tout. Elle est un reflet, okay? À peine un reflet, une expression plus ou moins imparfaite de ma nature véritable, qui cherche par exemple à s'exprimer par des archétypes, qui sont encore juste un fragment et un reflet. Mais dans la vie de tous les jours, okay, à un certain niveau, ma personnalité illusoire, ma fausse conscience, ben à un certain niveau, c'est qui je suis. Dans la vie quotidienne, okay, à un certain niveau. Ma personnalité est le corps de mon moi véritable. Okay, c'est un moyen d'expression. Et le truc, puis là j'achève, mais c'est le truc, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Le problème qu'on a, c'est quand on confond le moi véritable et la personnalité. Alors, plus la personnalité est une bonne expression du moi véritable, mieux on s'en sort. Moins ce qu'elle l'est, plus qu'on se met dans le trouble. Mais les deux sont deux pôles de la même entité, mais deux pôles. Okay? Le pôle Nord et le pôle Sud sont sur la même planète, mais c'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les deux et il ne faut pas laisser l'un se prendre pour l'autre. Surtout la personnalité, qui a un peu tendance à faire ça des fois. Je ne suis pas mon corps, mais je vais passer toute ma vie avec lui. Je dois lui rendre son dû, je dois lui donner tout ce dont il a besoin, je dois le respecter, je dois l'aimer, mais je dois aussi reconnaître les limites de ce qu'il peut faire. Ben, pour mon corps physique, c'est ça, puis pour mon corps, le corps de ma personnalité, si vous voulez, okay, le corps de
de mon moi profond, OK? Mais c'est la même chose, OK? Ma personnalité a un rôle important à jouer dans ma relation avec le monde, dans ma manière d'être moi dans le monde. Mais, puis, c'est pas la totalité de qui est-ce que je suis, puis elle doit être le reflet de la totalité de qui est-ce que je suis, mais elle demeure en même temps, d'une certaine manière, un organe distinct. Mon moi profond s'exprime par des images archétypales. Le Christ est une de ces images. C'est peut-être une personne à part, c'est peut-être une énergie cosmique, c'est peut-être toutes ces choses-là, probablement, OK, d'après moi. Mais au niveau archétypal, c'est ça, c'est une image symbolique de quelque chose que je porte en dedans de moi. Puis parfois, mon moi profond s'exprime par cette image archétypale-là. Fait que c'est une partie de moi, comme ma personnalité, mais les deux sont distincts. Okay? L'archétype christique puis ma personnalité font partie de la même entité, du même organisme, okay? Mais ils n'ont pas la même fonction. C'est quand on oublie cette distinction qu'on court le risque que notre personnalité soit possédée par un archétype, qu'on se mette à croire qu'on est Jésus, quand tout ce que notre psyché essaie de faire, c'est de nous rappeler une part de nous-mêmes, une part importante, cruciale, fondamentale, tout ce qu'on veut, mais une part qui a sa place, OK, importante, tout ce qu'on veut, mais qui n'est pas toute la place tout le temps. Pas tant qu'on est dans une vie terrestre, à moins d'être le Christ en personne, OK? Puis c'est pas vous puis moi, là. OK? Pas dans ce sens-là. Ce qui est en haut, disait Hermès Trismégiste, est comme ce qui est en bas, hein, dans les fameuses tablettes d'émeraude. Les kabbalistes disent Keter est dans Malkut et Malkut est dans Keter. Keter, c'est l'énergie la plus élevée, Malkut, c'est l'énergie la plus dense, puis l'un est dans l'autre et l'autre est dans l'un, mais Keter est dans Malkut, mais à la façon de Keter. Et Malkut est dans Keter, mais à la façon de Malkut. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est ça. C'est que tout est dans tout, mais il y a quand même des distinctions, là. Il faut reconnaître que tant qu'il existera un univers, il y aura des distinctions. Au niveau quantique, bouddhique, tout ce que vous voulez, il n'y en a pas. Mais au niveau de ce qu'on voit au quotidien, il y en a. Puis oui, c'est une illusion, mais on vit dedans cette illusion-là. Là. Elle est là. Okay? Puis tant qu'il y aura un univers, elle va être là. Sur Terre, Maya ou pas, illusion ou pas, que la vie soit un songe et qu'elle n'en soit pas un, OK? Il y a tout de même quelque chose comme en haut et comme en bas. Et sur Terre, il est sage et utile et important, si on ne va pas se laisser posséder, de se souvenir et d'apprendre à distinguer les deux. Voilà. C'était ça ma réflexion pour aujourd'hui. Je suis un artiste et un penseur et tout ce que vous voulez, un poète et un compositeur, autonome et indépendant. Okay? Je n'ai aucun financement, je n'ai aucune source de revenus essentiellement, à part les consultations que je donne, lien dans la description si vous voulez, puis à part les dons que je reçois. Puis ça, c'est parce que, rendu à un certain stade du travail d'individuation, la seule option que la vie nous donne, c'est d'être nous-mêmes. Okay. On n'a pas le choix d'être autre chose que ça. Puis dans cette société-ci, pour vivre, essentiellement, il faut faire tout sauf ça. Pour soutenir mon travail, soutenir mes réflexions, soutenir mon écriture de musique, etc., les liens sont dans la description. La meilleure manière, c'est... présentement, c'est le GoFundMe pour l'écriture de mon bouquin. Je donne aussi des consultations. Alors, si vous voulez des conseils financiers, je ne suis probablement pas la personne à contacter, mais si vous avez des problèmes de type philosophique ou de nature spirituelle ou nature, ce genre d'affaires-là, là, des grosses épreuves, puis personne ne comprend, puis vous avez besoin d'aide avec ça, vous êtes en guérison de traumatisme, par exemple, puis vous consultez quelqu'un, mais vous avez besoin d'une aide supplémentaire, là. Ça, je peux vous aider avec ça. Ça, j'oserais dire, très bon pour ça. Fait que vous pouvez me contacter soit via mon site ou pour faire un don. Les liens sont dans la description. Je
Je mentionne aussi que je viens de sortir une chanson sur ma chaîne de chansons, là, justement. Donc, je mettrai le lien aussi dans la description. J'ai fait une sorte de vidéo où est-ce que j'ai remonté un vieux film d'horreur, là. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Alors je me réveille. C'est une chanson sur laquelle je travaille depuis un moment. Voilà, donc une vidéo remontée, puis voilà, ça vous donnera une idée de ce que je fais comme musique. Et ben voilà, c'est assez, ça fait que la recommandation, c'est Rewind Fast Forward. J'ai réfléchi pas mal, je pensais recommander peut-être Scanner Darkly, parce que c'est une des meilleures adaptations littéraires de science-fiction qui existent, là, de Philippe K. Dick, mais c'est quand même assez lointain de Frank Herbert. Mais Rewind Fast Forward, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un court-métrage de Denis Villeneuve. C'est son premier court-métrage officiel. Alors, il a participé dans les années genre 80 à ce qu'on appelait à l'époque la course Destination Monde ou quelque chose comme ça, qui était une émission de télévision où on prenait du monde genre dans leur début vingtaine ou quelque chose comme ça. On leur donnait un billet d'avion et une caméra, puis on leur disait « Fais le tour du monde et envoie-nous un film à chaque semaine. » À l'époque où je pense qu'il fallait tourner en pellicule, si ça se trouve, ou peut-être en VHS, là, mais en tout cas, c'était du sport. Et c'est ça, c'était une émission à la télé, une sorte d'ancêtre, peut-être la télé-réalité, mais c'était inégal, souvent, mais Denis Villeneuve a participé, dans mon souvenir, à cette émission-là. Il était très, très réputé, là. Je pense qu'il s'est fait un peu connaître comme ça, puis après ça, il a fait un premier court-métrage qui est Rewind Fast Forward, en 94, que j'ai vu à l'époque, puis j'ai passé des années à dire à tout le monde, Denis Villeneuve est un grand réalisateur, basé sur ce court-métrage. Là, ça, c'était avant qu'il soit connu, là, fait que je fais un peu hipster là-dessus. Mais, puis qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une sorte de semi-documentaire en Jamaïque. Ça raconte l'histoire d'un photographe, je crois, qui... c'est pas de la science-fiction, mais il se ramasse en Jamaïque, il y a une panne de voiture, quelque chose comme ça, puis il va chez le garagiste faire réparer sa voiture, puis le garagiste lui dit « J'ai pas les pièces, mais je vais les avoir demain, ou dans un jour ou deux. » Et il dit « Reviens me voir demain. » Et... le personnage qui est, je crois, joué par Villeneuve, peut-être en voix off, là. Il retourne le lendemain, mais le gars lui dit « Ah oui, la pièce, non, mais attends, reviens demain. » Puis il se fait tout le temps dire « Reviens demain. » Bon. Reviens dans 2-3 jours, puis du coup, il va se trouver à passer plusieurs semaines là, dans cette petite ville, je crois, de la Jamaïque. Mais ce que ça raconte réellement, le film s'appelle Rewind Fast Forward parce que plus que ça avance, plus que le personnage, dans mon souvenir, là, perd la sensation du temps, du présent, du passé, puis il passe à travers une série de chocs culturels qui deviennent des genres de chocs existentiels, philosophiques, par rapport à la nature même de la réalité, finalement. Puis encore une fois, c'est ça, j'ai passé de nombreuses années à dire à tout le monde « Avez-vous vu Rewind Fast Forward? » Denis Villeneuve est un grand cinéaste, là. Fait que moi, c'est ça, moi, quand je vois Denis Villeneuve faire Arrival ou faire Dune, moi, je vois le gars qui a fait Rewind Fast Forward. Puis, ben, c'est ça, j'oserais dire, moi, je le savais depuis... C'est pas parce que c'est moi, mais je le savais depuis 1994 qu'il y avait ça dans lui, parce que c'est hallucinant, même à l'époque, ce court-métrage-là. Puis il est sur YouTube, vous pouvez le voir, là, sans problème. Puis ben, c'est ça, si vous voulez voir le talent de Denis Villeneuve est là dès le début. Puis je trouvais ça intéressant parce que je l'achève, là, j'ai presque fini ma vidéo, mais apparemment, Denis Villeneuve, ses 2 premiers longs-métrages officiels, non seulement il les a plus ou moins reniés, mais Denis Villeneuve a arrêté de faire du cinéma pendant 9 ans parce qu'il était tellement insatisfait de ces 2 premiers films-là qu'il s'est dit « Je ne vais refaire des films que quand je serai capable d'accomplir ». De faire une vraie œuvre artistique, d'être à la hauteur de ce que le cinéma doit être, finalement. Puis il l'accomplit maintenant, puis ben, je lui lève vraiment mon chapeau. C'est un grand artiste, un grand réalisateur, puis honnêtement, ça a l'air d'être vraiment un super bon gars. Ça fait que Rewind Fast Forward, c'est votre recommandation, facile à voir, ça vaut vraiment le détour. Puis en ce qui concerne
Dune, partie 2. Pourquoi c'est bon? C'est bon parce que c'est fait avec amour.